Oui, la particularité de ce projet, c'est que je suis aussi citoyen du Rouget. Donc, habitant le Rouget, j'avais aussi à cœur voilà, de proposer des évolutions qui me paraissaient pertinentes. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les élus nous ont beaucoup appris aussi. C'était vraiment un apprentissage réciproque qui s'est construit aussi sur un temps très long, avec des hauts débats. Voilà, en fait, au début même, en fait, on avait travaillé sur une petite extension urbaine et on a eu beaucoup de déceptions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, j'avais un peu claqué la porte. Et ce qui était une réaction un peu bête, parce qu'en fait, finalement, il faut rester au contact, en fait, finalement, et construire plutôt construire un dialogue et être aussi dans la recherche d'un consensus. Alors, c'est pas toujours parfait. Moi, en plus, j'ai un côté un peu idéaliste, donc j'ai envie d'aller voilà, pousser tous les curseurs le plus loin possible, mais c'est pas toujours simple. Voilà, l'essentiel, c'est de rester au contact et de trouver des compromis, des consensus pour arriver à ce que globalement le territoire il monte en qualité dans une sorte de logique un peu incrémentale comme ça. Mais on a aussi beaucoup appris au contact des élus qui parfois nous disaient que voilà, tel matériau qu'on imaginait pour le sol comportait aussi beaucoup de contraintes en termes d'entretien, je sais pas quoi, et du coup c'est comme ça qu'on a aussi fait notre apprentissage. De manière commune. Juste poursuivre là-dessus, parce que je pense que tu vas le développer ensuite, mais tu t'en as perdu, donc je la saisis. Cette question de l'économie des matériaux, c'est-à-dire cette question de l'économie de l'intervention. Tu nous as montré des chemins qui sont faits, je pense, avec un sablé, tu vas nous le décrire, des organisations de rues, des articulations qui ne sont pas faits avec des matériaux nobles, riches, etc. Ça, c'est intéressant que tu décrives aussi comment le dialogue s'est posé et comment, sans doute, à partir de cette économie, tu as pu le déployer. Moi, je défends l'idée que l'architecte urbaniste aujourd'hui doit en fait, convoquer des outils spécifiques en fonction de chaque projet. C'est-à-dire adapter les outils en fonction de la nature des projets. C'est-à-dire que dans certains cas, j'en parlais tout à l'heure, en fait, quand il s'agit de dessiner un espace public de manière nickel, là on va être très très précis dans le dessin, on va utiliser des matériaux nobles, parce qu'en en fait il y a une intensité d'usage qui l'exige, il y a une situation patrimoniale, un rapport au paysage exceptionnel. Dans d'autres cas, on est plus ordinaire, on va plutôt chercher voilà, des figures extensives qui vont avoir un vrai impact sur la question de l'usage. Où là finalement c'est la question de l'usage qui prédomine, c'est-à-dire que comment on change par exemple les habitudes qui consistent à prendre la voiture. Donc, et là le sujet c'est quand on fait un chemin de 500 mètres de long, bah, si on le fait en pierre, bah, on n'y arrivera pas, quoi. Ça coûtera trop cher, alors que si on le fait en bicouche, et on prend salé, parce que comme ça on n'a pas besoin d'utiliser les produits phytosanitaires qui sont de toute façon interdits. Tout ça c'est aussi en travaillant avec les élus qu'on comprend aussi tous ces mécanismes, voilà, et leurs contraintes liées aussi à des ressources humaines qui ne sont pas illimitées. Donc bon, ok, plus de produits phytosanitaires, donc si on est instabilisé, comme dans notre région ils ne savent pas les faire correctement, alors qu'ici j'ai l'impression que si, on marchait sur un chemin vachement bien tout à l'heure. Chez nous, ils ne savent pas les faire. Voilà. Colas ne sait pas faire du stabilisé chez nous. Mais il sait faire du bicouche. Voilà. Bon, alors c'est un produit issu de la pétrochimie, mais qui est facilement réparable, qui ne coûte pas cher. Et à un moment donné, ce qui importe, c'est que ce soit aussi praticable par des personnes âgées, par des fauteuils roulants, parce qu'on a beaucoup de gros équipements, vous savez, dans le territoire médico-sociaux, donc qui accueillent beaucoup de personnes avec un handicap. Donc il y a beaucoup aussi d'habitants qui doivent pouvoir se déplacer en fait, sur le territoire communal en fauteuil roulant ou avec un déambulateur. Et donc ça c'est un vrai sujet aussi. Tu fais la transition, c'est vrai que donc moi j'ai pu découvrir votre territoire en 4 jours depuis samedi, et déjà par ce que tu expliques, il y a des choses qui résonnent vis-à-vis des dispositions qu'on a pu vivre. Je dis on parce que voilà, ce chemin creux que tu as pris pour venir à pied depuis Pré-en-Pail jusqu'à ici, à Saint-Sanson, bah, c'est un dispositif qui fonctionne très très bien, tu le dis, même de nuit sous la pluie. Moi, j'ai pu le prendre à vélo matin et soir. Et ça, c'est des dispositifs qui sont d'une efficacité redoutable.
souhaitable, à la fois dans la simplicité, c'est un chemin qui existe déjà. On parle de patrimoine. Un chemin creux, c'est un élément qui a certainement 100 ans, 200 ans, 300 ans, et qui fait figure, comme on dit le terme qu'on utilise dans notre jargon, c'est-à-dire que s'appuyer dessus pour se déplacer, c'est vivre avec les éléments qui voilà, nous dépassent, les arbres au-dessus de nous, la relation aux champs, aux animaux, les perspectives, on en reparlera sur la qualité de la géographie de votre territoire. Donc ça, c'est un exemple effectivement que vous avez su mobiliser, à la fois pour ce déplacement à pied, mais la qualité de l'avoir fait pour les vélos offre en plus une offre qui va au-delà du loisir. C'est-à-dire que c'est aussi un moyen de déplacement entre hameaux, entre petites communes. Nous, dans les situations qu'on vit aujourd'hui, autour du déplacement à vélo, c'est un vecteur de mobilité qui est exceptionnel. On le redécouvre, hein. On le redécouvre grâce au vélo électrique. D'ailleurs, je remercie la Comcom de nous avoir prêté les vélos électriques. Et mine de rien, on le voit à toutes les échelles, que c'est un outil qui modifie complètement l'appréhension des lieux. Il est peut-être long à installer, il est peut-être fastidieux, mais on le voit simplement, d'une part parce que à côté de voiture, il coûte beaucoup moins cher. On le voit aussi parce que le plaisir de faire 3-4 km pour aller au boulot, c'est quand même quelque chose qu'on peut utiliser la majorité du temps. Et donc ces dispositions que vous avez mis en place, voilà, c'est des choses sur lesquelles on est très attentif et on y retrouve énormément de qualité. Je continue comme ça un petit peu, nous parler de plan guide. Après Ampaille, il y a eu un travail autour du plan guide de la gare, qui est un lieu qui effectivement pose question parce qu'il a une forme particulière. Le train ne passe plus, la piste cyclable a pris la place des rails, et pour autant on a une sorte comme ça on va dire d'espace assez étroit, long, qui amène des difficultés à le réaménager, à lui redonner une liaison avec l'espace urbain parce qu'il a été pensé de manière autonome. La ligne de ferré et la ligne de chemin de fer, elle a cette capacité à trancher les paysages. Et donc là, le plan guide qui a été porté notamment par le cabinet Miller et Monono, les paysagistes, il permet de refaire cette couture. Et donc les premières prémices qui sont aujourd'hui mises en place avec la disposition d'un chemin, comme on dit, ces chemins des désirs, ces chemins que l'on utilise parce que c'est les plus courts, mais c'est aussi parce que c'est le plus pratique. Donc en le matérialisant avec ces piquets à bout rouge, c'est donner à comprendre aux habitants que voilà, les translations, elles se font et que la connexion entre la brasserie pour aller dans le bourg, elle peut se faire aussi bien à pied grâce à cette première manifestation physique d'une réflexion portée par le plan guide. Donc ça, effectivement, c'est des outils que vous avez pu mobiliser et qui, du coup, effectivement, on a envie de les déployer. La réflexion portée autour de la gare, tu as parlé beaucoup du foirail, voilà, ici aussi, il y a cette question du foirail, donc un foirail qui a servi à accueillir des équipements donc à partir des bains-douches dans les années 30, puis la Poste, le SDIS, et donc ces bâtiments-là se sont positionnés là où il y avait de la place, voilà, de manière, on va dire, contiguë. Ils ne font plus place aujourd'hui et le foirail s'est réduit. Et donc là, l'un des enjeux sans doute à venir, c'est de voir de quelle manière, comme tu as pu le montrer, cet espace qui était au départ ouvert, qui servait pour recevoir les bêtes des agriculteurs des environs, il a servi à accueillir des équipements qui aujourd'hui ne sont plus utilisés. Les bains-douches, je crois que c'est une association. La Poste, c'est un bâtiment qui est aujourd'hui vide. Et le SDIS, si je me souviens bien, va bientôt déménager. Donc là, il y a un potentiel hyper intéressant parce qu'il fait à la fois le lien entre l'urbanisme du 19e et ce foirail, c'est-à-dire qu'on a encore l'alignement des maisons existantes qui faisaient face au foirail, sans doute en recevant au rez-de-chaussée des cafés dans sa relation aux agriculteurs. Et puis la manière dont il s'est rempli, aujourd'hui, il y a une nouvelle étape à lui donner, des bâtiments de qualité, qui sont un peu sur le registre de la mairie, l'ancienne mairie que nous avons dans les années 60, c'est notamment le bâtiment de la Poste, qui est franchement, on sent, voilà, c'est la qualité de cette époque de construction, des années 50.
et donc des positionnements stratégiques, c'est-à-dire que c'est du cœur de bourg, voilà, proximité de la nationale mais un tout petit peu décalé, des espaces intérieurs qui sont aussi facilement mobilisables, du logement, de l'activité, ça vous verrez. Un SDIS pareil qui offre des espaces couverts avec des grandes portées, qui peut accueillir des actions culturelles par exemple. Et donc c'est vrai qu'on sent là, à travers ces espaces qui sont aujourd'hui dans cette forme de déshérence, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leurs usages initiaux, par contre ils offrent un potentiel vraiment très intéressant. On ne parle même pas d'extension de bourg, parce qu'on est vraiment dans la relation vis-à-vis de l'activité des bâtiments sédimentaires. Voilà, donc on sent que là on est plus sur une réflexion de couture. Comment on va pouvoir faire poursuivre et redonner un peu cette liaison qui prévalait du temps du foirail, qui aujourd'hui n'est plus utilisée, mais qui est un support, hein, une structure qui a énormément d'intérêt. Un autre élément qui a beaucoup cité autour du plan d'eau, on a pu découvrir Villeparisis, et c'est vrai que, donc avec Loïc Parmentier qui était avec moi, on était impressionné à Villeparisis de voir la dimension de la commune, où finalement la relation nature-urbanisme, elle est complète. C'est-à-dire que depuis la place de l'église et la mairie, on donne à voir aujourd'hui à travers une métroème de tuyas que la mairie espère racheter, on donne à voir tout de suite cet espace naturel, ce plan d'eau, qui est assez proche de celui que tu décris, avec un projet porté par la mairie, la construction d'un petit bâtiment qui va permettre aux randonneurs de l'utiliser, aux habitants aussi d'en profiter un peu plus, le terrain de pétanque aussi présent. Donc là, on voit bien que les dispositions, elles ne demandent qu'à être un tout petit peu approfondies, et le terreau, la structure, elle est déjà là. Et c'est un atout incontestable. J'ai parlé des espaces mutables, hein, comme tu l'as évoqué, effectivement. Après Empaille, on a vraiment ce potentiel qui est très important. Voilà, je pense que sur cette première petite chose, je te laisse poursuivre. Peut-être essayer d'accélérer un peu, parce que là, on sera au 7e point dernier. J'enchaîne sur le parc des équipements, donc je vais passer très vite, hein, mais c'est juste pour montrer une autre situation, cette fois-ci dans le Lot-et-Garonne, juste pour montrer que quand vous avez une ingénierie publique très investie, donc un CLE très dynamique et un syndicat mixte aussi très, très engagé, et bien le travail qu'on a fait au Rouget, par exemple, en 10 ans, on a été capable de le faire en 2 ans. Donc une sorte d'accélération qui permet en fait de faire en sorte que les projets vont beaucoup plus vite et finalement la transition s'accélère de manière remarquable. Donc là, on a un petit plan guide. À Cancon, c'est un bourg de 1000 habitants aussi à peu près, dans le Lot-et-Garonne, un territoire très agricole avec beaucoup de... là c'est très maraîcher et voilà, beaucoup de plantations de fruitiers. Cancon, en fait, le Cancon médiéval est plutôt sur la butte, enfin sur le coteau de la butte. Ici la butte, il y a un château qui a été rasé, sans doute à la Révolution, peut-être même avant. Et en fait, toute la ville basse s'est développée en gagnant temps petit à petit sur les terres agricoles. Et c'est là qu'on trouve tous les équipements publics, voilà, comme on peut le voir très souvent en France. Et donc là, on a proposé la notion un peu de parc des équipements, c'est-à-dire qu'on a proposé de travailler prioritairement sur ce secteur-là, qui me paraissait intéressant. De toute façon, le coteau avait été déjà réaménagé dans les années 90 ou 2000. Et donc, on a proposé plutôt de concentrer l'effort sur en fait, tous ces équipements-là qui sont un peu noyés sur une nappe en enrobée. Et on pouvait observer aussi des sortes d'enclaves comme ça, d'espaces publics qui sont juxtaposés mais qui ne communiquent pas entre eux. Et donc on est passé de cette situation à gauche à cette situation à droite. Désimperméabilisation des sols, gros travail sur les mobilités actives pour les enfants, notamment pour qu'ils aillent de l'école qui est en haut de l'image vers le centre-bourg où il y a les médiathèques, et puis vers le centre de loisirs à l'entrée du village. Donc en fait on a donné priorité finalement à ces usagers-là